Je veux vous dire que cette table ronde a trouvé sa source dans des propos tenus l'an dernier en réaction à un intervenant qui s'appelait Sami Fessi, peut-être ceux qui étaient là parmi nous se souviennent, lors de la conférence qui s'appelait « Responsabilité sociale et conditions d'enseignement et de travail ». François Caillet, que vous avez entendu tout à l'heure, le premier, avait souligné le besoin de formation sur ces sujets, on va voir de quel sujet il parlait, et faire part du fait qu'il ne suffit pas de mettre des mots sur un papier, la preuve en étant que les salariés ne prêtent pas attention à l'apparition de ces questions dans les contrats de travail. Donc, déjà, il y a un mot qui est lâché, celui de contrat de travail, ça va être une des questions que l'on va aborder. Et Céline Durieux, à ma droite, que j'avais d'abord confondu avec quelqu'un d'autre, mais ça c'est pour la petite histoire, était intervenue pour déplorer le manque de formation, de management des équipes de production, l'apprentissage, disait-elle, se faisant sur le terrain. Elle avait souhaité que soit abordée la question des droits et devoirs des étudiants et futurs salariés durant la formation. C'est cette question que l'on a voulu mettre à l'honneur et en questionnement à l'instant, à savoir quand, comment, pourquoi, je crois que ça ne se pose même pas, faire en sorte que les jeunes professionnels, mais tu diras peut-être aussi que les moins jeunes ne sont pas forcément mieux outillés, aient accès à l'information, qui est une information déterminante pour eux, puisqu'elle va leur permettre d'évoluer dans le monde professionnel en pleine connaissance de leurs droits et devoirs. Céline, aujourd'hui tu es directrice du studio FOST à Paris, donc tu es au contact de ces salariés qui viennent peut-être te voir assez régulièrement. Est-ce que tu veux prolonger ton intervention de l'an dernier et nous dire ce que tu ressens là en 2022 sur cette question-là en particulier ? Déjà, je suis ravie que le Radira s'empare de cette question qui, moi, j'en ai fait un peu mon cheval de bataille depuis 6 ans que je donne des cours dans les écoles et bientôt 10 ans que je travaille dans le secteur. Il faut savoir que moi, à la base, j'étais issue de Supinfocom, donc une école 3D graphiste. Donc j'ai connu ce que c'était d'être étudiant avec la peur de l'après et ce manque de connaissances. Pour la petite anecdote quand même, Supinfocom avait fini par nous donner une conférence de Pôle emploi sur l'intermittence, mais ils avaient calé ça à 17h30 en plein dans notre dernière année, film de fin d'études, genre en avril ou mai, donc bon, résultat, personne n'y est allé. Ça, c'est le paradoxe des étudiants. Après, je me suis orientée en effet en gestion de prod et donc j'ai bossé dans l'industrie, donc avec le point de vue plutôt entreprise et comme tu le disais, où on recrute du coup beaucoup de gens, de juniors et pas que. Et quand je parle lors des pauses déj des interventions que je peux faire dans les écoles qui me contactent, ils sont tous là en mode « Ah mais ça a l'air super, pourquoi on n'a pas eu ça ?» Et en effet, pas que juniors, parce que du coup les middle seniors n'ont pas eu, eux non plus, ces informations-là. Ont essayé de se renseigner au fur et à mesure de leur carrière, mais à obtenir des informations sur l'intermittence, mais pas que. Même juste de comprendre comment fonctionne notre secteur en termes d'économie aussi. Quelle est la différence? On a beaucoup parlé des plateformes, prestations, etc. Et que c'est pas du tout la même façon de financer et donc les mêmes conditions de travail non plus que sur de la production indépendante, avec des financements publics. Donc voilà, tous ces sujets sont assez vastes et du coup, comme je le mentionnais, je donne aussi donc, cours dans des écoles d'animation, donc pas du tout des écoles de production, enfin je m'adresse vraiment à des étudiants du cinéma d'animation. Et ça fait 6 ans maintenant que je fais ça. Les 4 premières années, j'avais 2 écoles qui s'étaient intéressées à ces sujets-là, qui m'avaient donné l'opportunité d'aborder ces sujets-là. Et ces 2 dernières années, j'en ai 6. Donc ça, je suis vraiment très contente. Et je remercie d'ailleurs ces écoles-là de me contacter là-dessus. Je vois vraiment en tout cas que la question commence vraiment à se poser côté école sur la responsabilité de former évidemment des bons techniciens, mais aussi du coup des professionnels qui sachent mieux s'insérer dans notre secteur, qui soient armés en fait à ce qui les attend dans un secteur qui certes est en plein emploi, mais avec des projets très compliqués et parfois des studios qui ne sont pas simples à la négociation non plus. Et voilà, donc c'est important d'armer les étudiants pour la sortie. Au sein de FOST, à quelles questions tu es confronté le plus souvent de la part des salariés qui viennent te voir ? En fait, étonnamment, c'est pas tant intermittence et tout. En tout cas, je pense que c'est pas nous. Ça leur vient pas forcément à l'esprit en premier lieu de nous poser la question à nous. Et d'ailleurs, je peux comprendre parce que nous-mêmes, comme on le disait tout à l'heure sur les formations gestion de prod et tout, on apprend sur le tas aussi, on est intermittent aussi, on est dans le même bateau, donc la question n'est pas forcément, on n'est pas forcément les meilleurs interlocuteurs pour ça.
Mais non, en fait, c'est juste vraiment la partie économie du cinéma. Et ce qui me surprend assez, parce que je me serais attendue à ce que les chiffres, ça fasse peur et que ça les intéresse absolument pas. Mais en fait, ils ont bien compris que de là découlaient leurs conditions de travail et leurs conditions salariales aussi. Et du coup, ils sont très curieux, peu importe l'expérience, d'en savoir plus sur ces sujets-là. Et je veux continuer sur Faust. Juste dans l'entretien préalable que nous avons eu, tu disais qu'il y avait un livret d'accueil dans cette entreprise. Quel type d'informations sont accessibles aux gens qui veuillent bien s'emparer de ce livret d'accueil? Ouais, en fait, j'ai pris mon poste du coup en janvier 2022. C'est un des premiers trucs que j'ai mis en place parce que j'en avais marre quand j'étais directrice de prod de devoir répéter toujours la même chose à chaque fois que j'avais un nouveau salarié qui arrivait dans mes équipes. Donc là, du coup, je l'ai fait à l'échelle du studio. Il y a une partie plus entreprise, présentation de l'histoire du studio, nos projets, un trombinoscope aussi des permanents parce qu'ils nous voient, ils voient souvent plein de gens passer, mais ils savent pas trop ce qu'ils font dans le studio. Et surtout, il y a toute une partie plus administrative. En fait, justement, comment on gère les contrats, on les gère avec Moving Motion, donc leur expliquer aussi comment ça fonctionne ce truc-là, comment ça se passe quand ils doivent poser un jour de congé, comment ça se passe pour nous transmettre les justificatifs de transport, comment ça se passe tous ces trucs-là. Et on a toute une partie aussi plus ressources, où je mets à disposition plein de choses sur lesquelles je tombe et qui me semblent intéressantes. Il y a un lien sur le site du Radiraf, par exemple. Il y a un lien vers le guide de Antoine, que je me suis empressée de mettre dès que je l'ai vu pop sur le site du Radiraf, justement. Il y a d'autres trucs aussi. Il y a un lien vers The Animation Showcase aussi, qui est une plateforme incroyable que je trouve géniale. Notre démarche par rapport au don du sang aussi, on est assez engagé vis-à-vis de ça à Faust. Voilà, c'est très divers. Et donc, quand tu interviens dans les écoles, quelle est la nature de ton intervention? Tu interviens sur quel sujet? À quel moment aussi, parce que tu as évoqué le peu de bon sens qui avait été le moment où tu avais été sollicité à Supinfocom. Peut-être qu'il y a d'ailleurs des expériences différentes selon les écoles dans lesquelles tu interviens? En fait, au début, les premières écoles dans lesquelles j'allais, c'était plus sur du suivi de projet. Donc accompagner les étudiants sur leur film de fin d'études. Je venais une fois par mois, mais ils n'avaient jamais eu contact avec quelqu'un de la production de près ou de loin. Donc forcément, pour qu'ils comprennent ce que je leur dis, j'étais obligée, et je m'en sentais un peu le devoir aussi, de les informer sur le secteur. Mais c'était un peu... c'était pas officiel, quoi. En tout cas, on ne m'appelait pas spécialement pour ça. Là, du coup, les dernières écoles que je peux avoir, c'est 2 jours de cours. Donc, c'est pas, tu vois, il n'y a pas besoin de tant de temps que ça. Qui, dans le cursus, se situe comment? Qui se situe, généralement, c'est sur la dernière année d'études. D'accord. Donc, 3e ou 5e, selon les écoles. On aborde, donc du coup justement c'est quoi la gestion de production, parce que pour la plupart d'entre eux ils savent même pas que les chargés de prod existent et qu'ils vont nous avoir sur le dos une bonne partie de leur carrière et à quoi on sert et en quoi on est censé leur être utile à eux avant tout. Il y a une partie sur le statut réel avec notamment les droits d'auteur, cette spécificité statut technicien-auteur. Il y a une partie sur l'économie du cinéma, donc je m'appuie beaucoup sur les études audience et CNC du Radiraf. Je suis très contente d'avoir les nouveaux chiffres, je vais pouvoir updater mes cours pour l'année prochaine. Il y a une partie sur le marché de l'animation, où je m'appuie sur l'étude du CPNEF il y a quelques années, et sur comment on recrute côté studio. Donc je leur explique en fait notre système de recrutement à Faust, et qu'est-ce qu'on regarde, c'est quoi une bonne bande démo, un bon portfolio, comment ça se passe un entretien et comment bien négocier son salaire dans un entretien. Voilà, le sujet est vaste. Est-ce que ça, à ton sens, ça contribue à combler ce manque que tu soulignais l'an dernier de manque de formation de management des équipes? Alors, quand je parlais du management l'année dernière, je parlais plus des formations prod, qui d'ailleurs il n'y en a pas suffisamment, et je parlais notamment de la formation que moi j'avais faite de LGPA au Gobelin, où dans toute l'année qu'on avait eue, on avait eu 2 jours de cours seulement sur la communication management. Tout le reste de l'année était très axé sur la production déléguée, ce qui est très important à savoir quand on veut aller dans la direction de prod derrière, mais la majeure partie d'entre nous, on va vers de la gestion d'équipe à la sortie, et on n'est pas armé pour ça. Donc c'était plutôt dans ce prisme-là que j'avais dit ça l'année dernière. Est-ce que tu aimerais, fort de ces différentes expériences, bénéficier de plus de temps dans les écoles, enfin, si tu pouvais
aussi le consacrer à ça, j'imagine que c'est plein de... Et y a-t-il des sujets que tu aimerais que les écoles prennent en compte, qui ne le sont pas aujourd'hui, de ton point de vue? Sincèrement, on part déjà tellement de zéro que moi, juste d'avoir cette opportunité de donner 2 jours de cours dans les écoles sur ces sujets-là, c'est déjà bien. En vrai, en 2 jours, on a 2 jours, 2 jours et demi. 2 jours et demi, c'est mieux, on a plus le temps d'avoir l'échange avec les étudiants. Mais on arrive en tout cas à couvrir l'ensemble de ces sujets. Et c'est assez intense quand même pour les étudiants en eux-mêmes. Donc, je t'avoue qu'à la fin des 2 jours, ils sortent de là un petit peu déprimés quand même, parce que quand je leur sors tous les chiffres de l'entrée dans l'entrée junior, le financement, que je leur explique aussi à quel point c'est difficile de financer en production indépendante et tout, ils sont, enfin, c'est vraiment, en fait, avant moi, ils n'avaient jamais entendu parler de ça, surtout qu'ils ont, pour beaucoup, pas vraiment les opportunités de faire des stages ces dernières années. Donc il y a un peu ce truc ils découvrent un monde, quoi. Ils se prennent un peu une grosse claque. Donc ils sont beaucoup en questionnement. Ouais, ils s'inquiètent. En fait, à la fois, ça les rassure de savoir un peu plus ce qui les attend aussi. C'est un peu moins le trou noir post-études. Mais à la fois, bon, ils savent bien que ça ne va pas être un long fleuve tranquille pour s'insérer dedans. Après, j'insiste aussi beaucoup auprès d'eux sur le fait que le plus dur, c'est de mettre le premier pied dans notre secteur. Pour quand même la majeure partie d'entre eux, une fois qu'ils ont mis un pied dans notre secteur et que ça se passe bien, a priori, ils sont rappelés et ils sont réembauchés derrière. Mais c'est vrai que le premier pied peut être très long à mettre. Dernière question, peut-être que Tintin y viendra aussi. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui sur le statut d'auto-entrepreneur, par exemple? Oh oui, plein. Donc c'est un sujet qui a été abordé tout à l'heure, sur lequel il y en a beaucoup qui ont, même sans parler de la sortie d'études, il y en a beaucoup pendant leur cursus qui font ça aussi un peu comme un job étudiant en fait, et qui ouvrent un statut auto-entrepreneur pour pouvoir faire des logos, des petites affiches, des petites illustrations, des trucs comme ça, mais qui savent même pas en fait du tout de quoi il s'agit. En fait, c'est tellement simple de créer son statut auto-entrepreneur qu'ils le font, ils se posent pas de questions et ils n'ont pas du tout ce truc de se dire en fait là il faut que je me positionne comme si j'étais une boîte où il y a moi avec moi-même et c'est tout, mais il faut que je me positionne comme tel, où je dois aller chercher des clients, je dois aller faire des devis, je dois gérer des factures, de la compta, et quand on parle de gérer les impôts, comment calculer son salaire aussi, il y en a plein, calculer enfin c'est pas un salaire, mais le tarif journalier qu'ils vont facturer, comment le calculer, qu'est-ce qu'on fait rentrer là-dedans, tout ce qui est la notion frais généraux, tout ça, voilà. Et oui, il y a plein de questions là-dessus. Alors, sans doute, tu seras amené à intervenir à nouveau dans le cadre de cette discussion. Je vais passer la parole maintenant à Antoine et Géraldine, qui ont commis cette année un ouvrage qui, moi, m'est apparu extrêmement précieux. Et je crois que je ne suis pas le seul qu'ils ont là et qui vont vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Tintin fait la démo, parfait. Peut-être déjà nous dire quelle est la genèse de ce projet et comment vous avez été amenés, toi Antoine et toi Géraldine, pour le compte de Magélis, à collaborer pour aboutir à ce travail. Sur la genèse, en fait, on s'était posé la question très souvent de la façon d'apporter l'information aux étudiants sur toutes ces démarches administratives et sur la connaissance de Pôle emploi et du statut d'intermittent. Ça fait des années qu'on se pose cette question et pour beaucoup d'écoles, on se rend bien compte qu'au moment des études, c'est pas le moment parce que les étudiants sont davantage centrés sur des questions techniques et artistiques et même quand on apporte l'information, elle est pas retenue ou mal retenue. Donc les écoles sont relativement impuissantes à transmettre cette information et on avait évoqué à plusieurs reprises également, voilà, est-ce qu'une fois diplômés, on pourrait donner ces cours, mais ils sont diplômés et voilà, par définition, ils sont plus étudiants. Donc, on avait déjà réfléchi à Magélis à faire un guide il y a plusieurs années et on n'avait pas abouti parce que c'est un très très gros travail. Et en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai découvert des cases, j'ai découvert quelqu'un de façon relativement anonyme parce que c'était sur le coin du Buller qui abordait toutes ces questions de façon très, très pratique et très pragmatique. Et donc, je l'ai contacté via son Instagram pour savoir s'il serait d'accord pour publier avec Magélis Alors, c'était des cases, il y avait 200 cases environ, mais c'était compliqué de les retrouver. C'était, voilà, sur Instagram, il fallait vraiment chercher, il n'y avait pas vraiment de sommaire, enfin, ça restait compliqué. Et donc, je lui ai proposé qu'on se contacte, et il m'a gentiment répondu. Il m'a dit « Oui, Géraldine, si tu veux, je peux même passer à ton bureau. » En fait, je ne savais pas que c'était Antoine David. On se connaissait, c'est un ancien étudiant de l'EMCA et il travaillait dans un studio à Angoulême. Donc ça a grandement facilité les choses. Et donc on a commencé à travailler sur ce guide. Mais voilà, et là on va en revenir, là c'était la genèse vraiment du projet d'édition, mais on va peut-être revenir sur la genèse du projet globalement et de l'édition de ces cases.
Alors, moi, je vais vous raconter un peu ma vie, désolé. Ah, enfin. J'ai été diplômé de l'EMCA en 2019 et on avait reçu un cours en fin d'année sur Pôle emploi, son fonctionnement, mais j'ai eu très très peu de souvenirs de ce cours, malheureusement, désolé pour l'EMCA. Mais en fait, c'était surtout dû que moi, je pensais à partir en vacances et après à chercher un boulot. Je suis parti en vacances, j'ai pas trouvé de boulot tout de suite après, et oh, surprise, on a eu un confinement, donc... mais j'ai pu commencer à travailler à partir de juin 2020. Et là, c'est poser les questions de comment ça fonctionne Pôle emploi, comment ça fonctionne l'intermittence. Et c'était une espèce de... Toutes les réponses que j'avais, c'était une espèce de tambouille un peu mystique, jusqu'à ce que je crée mon régime. Enfin, je demande mon allocation pour être intermittent du spectacle. Je m'étais fait engueuler par une conseillère quand je lui ai dit « je veux mon statut intermittent ». On m'a dit « non, c'est un régime, pas un statut, c'est n'importe quoi ». Mais donc voilà, une fois que j'avais commencé à comprendre et même j'avais commencé à rechercher un petit peu la documentation de Pôle emploi parce qu'il y en a une qui existe, j'étais plus ou moins armé et est venu le moment où je suis venu m'installer à Angoulême pour travailler. Et dans le studio où je travaillais, j'avais plusieurs étudiants et étudiantes qui étaient aussi stagiaires qui se posaient des questions en fait vis-à-vis de comment ça fonctionne l'intermittence, comment ça fonctionne... Ouais, tout simplement comment ça fonctionne. Et comme en plus ces étudiants étaient promis à travailler après dans le studio, je me suis dit, oh, je vais peut-être écrire un truc dessus pour donner un coup de main, ça sera toujours ça de prix. Parce que si j'envoie le PDF de Pôle emploi, il est malheureusement un peu dur à avaler, à digérer. C'est pas très sexy, on va dire. Donc, désolé. Et donc, pour moi, donc, j'ai commencé à faire ça, c'est sur mon temps libre. Et on va dire, je le publiais pas de manière très récurrente. C'est vraiment quand je finissais le truc, un chapitre sur un thème particulier, je l'envoyais. Donc le but, c'était quand même de passer en revue pas mal d'interrogations, ou même de démystifier un petit peu ce qu'est Pôle emploi, parce que du peu de souvenirs que j'avais de mon cours, ou même d'une intervention qu'on a eue du collectif Animation 16, c'est à 16 ici, on n'a pas d'image concrète de à quoi ressemble cette interface Pôle emploi, à quoi ça ressemble, entre guillemets, le premier contact avec Pôle emploi, rien que le fait de s'inscrire, et il y a plein de choses, c'est un peu abscon, un peu obscur, et donc c'est pour ça que moi j'ai fait, je me trouvais ça assez essentiel de montrer comment était l'interface, ça a changé maintenant, mais sur certains points, mais comment répondre à certaines questions, comment envoyer des documents, ce qui n'a plus à faire maintenant, mais aussi de faire une forme de vulgarisation sur ceci, c'est un AEM, voilà ce que vous pouvez avoir comme information dessus, ceci c'est un bulletin de paye, voilà comment on peut à peu près le lire. Ça a été très sommairement et très, on va dire, vulgairement. Je pourrais rentrer beaucoup plus en détail plus tard dedans, mais voilà comment ça s'est fait. Et puis, je commençais à avoir un bon petit... on va dire, ensemble de données, de chapitrage et tout, donc ça allait... ça parlait pas que Pôle emploi, en fait. C'est pour ça qu'au départ, moi, je me disais que c'était le guide Pôle emploi, et au final, c'est devenu le guide de survie pour les étudiantes en cinéma d'animation, mais au final, c'est en fait le guide de survie de l'intermittence, parce que même mes parents, maintenant, ils sont un collab sur intermittence, alors qu'ils sont pas intermittents, donc non, c'est intéressant, je trouve ça important de parler de ces sujets-là, aussi de faire comprendre en fait les mécanismes de l'intermittence de Pôle emploi au plus grand nombre, parce que ça montre que les cotisations qu'on touche, les allocations qu'on touche, elles nous sont dues à des cotisations patronales et salariales, etc. etc. Donc, et de parler de choses extérieures à Pôle emploi, comme les congés spectacles, même l'obtention du RSA, parce que ça peut toujours aider pour des étudiants qui sortent d'école et qui sont un peu en recherche ou aux abois. Donc il faut... Aux abois, c'est pas le bon terme, mais c'est important d'avoir toutes ces questions-là, parce qu'on n'en parle jamais dans les écoles, et c'est pas non plus forcément nos parents ou nos profs qui vont nous le dire après. Donc ouais. De toute cette manne de documentation que tu as pris l'initiative de créer, il y a eu un travail après que vous avez fait en commun, oui, de mise à jour, de précision. Alors juste quand même, parce que tu n'as pas précisé le temps que tu avais déjà fait, parce que c'était quand même très long de compilation, et le temps consacré à cette première version, parce que nous ça a été plus vite après puisque tout existait déjà.
J'avais commencé en juin 2020 et j'avais fini, je crois, j'avais mis un point final en février 2021. Donc ouais, je passais mon temps dessus sur mes soirées, en vacances, à dessiner, à écrire. Enfin, en général, l'écriture, c'était ce qui était le plus rapide. Le plus long, c'était peut-être le dessin ou même tout ce qui peut être schéma d'explication sur la date anniversaire. Ou même j'ai fait une écriture manuscrite tout le long et c'était un enfer. Enfin, ne faites jamais ça. Voilà, donc on a fait un travail éditorial. Donc pour ça, on a fait appel à quelqu'un que vous connaissez, c'est Morgane Parisi, qui est là dans la salle, qui est une de nos facilitatrices graphiques. Voilà. Et donc effectivement, tout était manuscrit. Donc Morgane, en fait, nous a conseillé, elle nous a choisi une typographie qui était très lisible. On a fait un plan, voilà le travail éditorial. Donc on a bien listé tout ce qu'on allait aborder pour que ce soit plus facile aussi de se repérer. On a reformulé de temps en temps parce que ça reste le régime de l'intermittence, ça reste très complexe quand même. La date anniversaire, j'ai dû m'y replonger plusieurs fois et encore maintenant, je ne suis pas sûre toujours de bien comprendre. Donc on a essayé de reformuler, d'être le plus simple possible pour que ce soit compréhensible. J'ai un peu échangé avec les personnes de Pôle emploi. Alors il faut vous dire que ce premier guide n'a pas été relu par Pôle emploi. On les avait sollicités, mais dans un premier temps, en fait, ils nous avaient dit que ce n'était pas possible. Là, les deux personnes de Pôle emploi avec qui j'ai pu échanger m'ont dit qu'elles avaient tout relu, donc elles ont relevé des petites choses. Et donc, on espère que voilà, s'il y a une deuxième version, on en parlera à la fin, que ça pourrait être lu et validé par Pôle emploi. Donc voilà, donc Antoine a fait aussi quelques nouvelles illustrations. On a ajouté des liens pour les étudiants parce qu'ils ne connaissent pas les syndicats patronaux, ils ne connaissent surtout pas les syndicats salariaux. Donc il y a tous ces liens-là, l'AFDAS, la CPNEF audiovisuel qui ne connaissent pas du tout, audience, je pense que voilà, on n'en a pas entendu parler non plus. Donc on a tout relevé et à la fin vous avez tous ces liens utiles. Donc normalement là on trouve tout. Il y a aussi le collectif 50-50, les intervalles, voilà un certain nombre de liens en fait qui sont importants pour les gens qui travaillent dans l'animation. J'allais dire, avant ce retravail de reformulation, de correction, parce qu'il y a eu des corrections à faire, j'avais quand même eu un peu d'aide extérieure. Le collectif Les Intervalles m'ont fait pas mal de relectures sur la plupart des chapitres et sur un chapitre en particulier qui est le calcul des allocations à la fin du mois. Là, j'ai une aide de quelqu'un qui est syndiqué au SPIAC. Et en fait, on a fait de la lecture de circulaire de l'UNDIA, c'est quelque chose... de l'UNEDIC, pardon, de l'UNEDIC, et c'est costaud, j'ai perdu des neurones dans cette lecture. Ça fait rêver. Est-ce que vous pouvez nous dire, pardon de vous amener à accélérer un peu la présentation, mais c'est pour que tout le monde puisse s'exprimer, quelle a été la diffusion à date de ce très bon document ? Donc la diffusion, en fait, on a tiré uniquement 1200 exemplaires papier parce que depuis le départ, en fait, la démarche d'Antoine aussi, c'est de mettre à disposition gratuitement. Donc on a fait pareil, ça veut dire qu'on a édité le guide et on le met à disposition tout à fait, totalement gratuite. Donc les 1200 exemplaires, c'était pour les étudiants des écoles d'Angoulême en dernière année et pour les studios aussi parce qu'il a été édité, il a été publié en juin, donc on a pu le distribuer dans l'ensemble des studios d'Angoulême pour les personnes qui étaient en stage ou les jeunes qui commençaient simplement dans le studio. Donc ça, c'était voilà, la diffusion. Il y a une version numérique qui a été envoyée à toutes les écoles qui participent au RAF. Ça n'a pas été envoyé aux entreprises, mais bien sûr, c'est disponible totalement gratuitement. Donc, voilà, vous avez, Antoine vous a listé en fait les liens et les sites où on peut retrouver le guide. Donc il est sur le site des Radiraf, sur les intervalles, il y a un Tumblr dédié, un Instagram, voilà, vous avez tout et vous pouvez retrouver le guide à tous ces endroits. Les premiers retours, rapidement, donc en fait les écoles et les étudiants, les jeunes diplômés étaient très contents, les jeunes gens qui étaient dans les studios aussi, et ce qui a été assez inattendu, c'est qu'en fait ça sert à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a écrit que c'était un guide de survie pour les étudiants, et ça va bien au-delà. Et on a même eu des retours en fait des personnes qui s'occupent des RH dans les studios qui nous ont dit c'est super, ce guide nous aide beaucoup. Donc on s'attendait pas effectivement à avoir ce retour-là. C'était d'abord pour les étudiants, mais en fait on s'est rendu compte que tout le monde se sert de ce guide. Alors y aura-t-il une V2, une mise à jour, un complément ?
C'est en cours d'écriture lentement, vu que je travaille, mais dans l'idée, oui. Il y a quelques sujets qui me semblent intéressants de parler, même parce que c'est demandé par des étudiants, notamment sur est-ce que c'est possible d'être intermittent et de travailler à l'étranger? Non, mais il faut quand même en parler parce que si ça vient pas de nulle part aussi, ces questionnements-là, sur des questions de cumul des régimes ou même de statut, entre guillemets. Comment se passent les arrêts maladie ou même les congés paternité-maternité pour les intermittents et intermittentes. Donc c'est des choses auxquelles j'y pensais pas forcément parce que c'est pas tout de suite dans ma perspective d'avenir, mais quand même c'est tant qu'à faire autant en profiter pour ratisser large et en fait vulgariser tout ça parce que même en se renseignant un petit peu, c'est pas de l'information qui est forcément accessible très facilement ou très digeste, encore une fois, malheureusement. Avant de passer la parole à Tintin, moi je veux vous remercier pour ça parce que c'est une contribution très importante, je pense, au secteur et qui a diffusé bien au-delà d'Angoulême. Donc si vous avez le courage de poursuivre, je crois que ce sera très utile à tout le monde. Tintin, tu vas peut-être toi aussi nous parler un peu de ta vie, un peu comme Antoine, en tout cas retracer un peu ce qui t'amène aujourd'hui à cette tribune et dans ton rôle aujourd'hui d'avocate, mais qui a un parcours qui a un lien quand même assez étroit avec le monde de l'animation, du jeu vidéo. Merci, bonjour. Il y a un avocat ici parmi les producteurs et les artistes, mais ça va bien se passer. Vous avez fait part lors de notre dernière interview du codicile suspensionné par votre maman. Non. Non, pourquoi il y a quelque chose en plus? C'est-à-dire que, suivant ce codicile, n'est-ce pas, la donatrice stipule expressément qu'à partir d'un délai de 2 ans après son décès, si les parties héritières et utérines ne s'étaient pas manifestées, la somme était acquise par l'État du Texas pour la création d'un orphelinat. Or, votre brave maman, dont je salue le geste, nous a quittés il y a 2 ans. Et 2 jours. En revanche, en ce qui concerne la deuxième acquisition, pas de problème, elle est bien à vous. Il s'agit d'un joli support discographique enregistré par votre maman, sur lequel vous n'aurez pas à payer de droits de succession, c'est toujours ça de gagner. J'ajouterai que concernant mes honoraires, frais notariés plus frais d'agence généalogique compris, la somme ne s'élève qu'à 13 250 francs. Les arrondissants, 13 000, je n'ai pas chiffré pour la signer là. Excusez-moi, est-ce que j'ai pas compris, les 13 000, c'est tout ce qu'on touche? Non, ce sont les émoluments compensatoires. Excusez-moi, parce que l'héritage, il est où? Les sans-batailles. L'héritage. Je vous ai dit, suivant le codicile suspensionné par votre maman... Excusez-moi, vous pouvez vous expliquer clairement, parce que je comprends pas. Ah non, je comprends pas non plus le codicile. Eh bien, il y a 2 jours, l'héritage était encore à vous. Oui. Et aujourd'hui, il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisée... C'est ce que je comprends. Excusez-moi, je vous permets juste, parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits. C'est quoi, ça veut dire quoi? Dis clairement, parce que je comprends pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisée. Non, ça va pas. Excusez-moi, c'est méchant, parce que je comprends pas. Non, mais je comprends pas. Clairement. Oui. Eh bien, disons qu'il n'y a plus d'héritage. Non. Ah non, c'est pas possible. Et comment je fais avec ma bagnole? Avec le jus, je fais comment, moi? C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, là, vous auriez lu le papier, là, le codicile. Enfin, le papier de merde. C'est un papier de merde. Et on avait le pognon, et aujourd'hui, c'est fini. On l'a pas? Étant donné qu'on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés, Non, j'ai dit clairement pas. Clairement, c'est fini, héritage, il n'y a plus. Voilà. Ah non, pas plus, c'est possible. Oh non, parce que les 13 000, on a droit. 13 000, on a 13 000. Là, mais j'ai rien dit, là. Ça t'as rien fait. Voilà. Mais la pratique, elle comprend pas quand même. Elle comprend pas. C'est 13 000, tu vas les appeler. C'est pas possible. Si tu vas appeler les États-Unis, tu vas leur dire tranquillement. Non. Oh, que t'étais tranquille. Non, mais c'est trop tard de faire. Et pourquoi c'est trop tard? Parce qu'aux States, aux États-Unis, il existe un article qui stipule, qui raconte. L'article, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Les data
Tom temporis. Oh non, j'aime pas. C'est foutu, les bordel. C'est foutu. Regardez-moi, merde. Je peux la famille, je rigole pas. C'est pas. Mais qu'est-ce que ça fait, mes 68, ça? Ça fait mes 68, hein. Moi, c'est... Merci, maître, pour toutes ces précisions. Sympa. Ça va bien se passer. Alors quand on parle de droit, les gens ils ont peur, surtout les artistes. Ils se disent, bah, hey, moi je suis dessinateur. Il y en a qui disent, hey, j'ai pas le bac. Hey. Ça fait peur tout ça. Mais ça va bien se passer. Et je comprends pourquoi ça fait peur. Puisqu'en fait, le droit, on a vu, ça utilise un peu les mêmes termes que les mots de tous les jours, mais ça ne veut pas dire forcément la même chose. Ne vous inquiétez pas. Je suis avocat et je vais vous expliquer peut-être un peu tout ça. Je m'appelle Tintane Tran. Tintane est mon prénom. Je suis avocat en propriété intellectuelle et commerce électronique. C'est-à-dire, je fais tout ce qui est le business en ligne, le e-commerce, RGPD. Et j'étais très fière d'être finaliste du concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme du Mémorial de Caen l'année dernière. Mon sujet, vous l'avez peut-être entendu, il s'appelle « Le silence tue », l'omerta du cinéma français. C'est une plaidoirie pour les droits de l'homme. Donc en fait, ce que j'attaque, ce n'est pas une personne, c'est l'État. Et je parle d'un cas d'une jeune fille dans l'animation qui, suite à une agression sexuelle, à un viol, s'est suicidée. J'accuse l'État pour sa responsabilité, puisque l'État finance, on l'a vu, non seulement par des aides, mais aussi par tout un système de l'intermittence économique, puisque aussi ça aide à produire les films d'animation. Et l'État met en place ce système, mais il n'y a pas de garde-fou. On le sait, ça. Là, on a vu des syndicats tout à l'heure, des syndicats de producteurs. Et en ne mettant pas en place des mesures de lutte contre les violences sexuelles au travail, l'État français viole les conventions internationales des droits de l'homme qu'il a pourtant ratifiées. Mais aujourd'hui, ça bouge et le CNC met en place une formation obligatoire auprès des productions pour avoir des aides. Et c'est la lutte contre les violences sexuelles. Et il y avait des formations proposées par l'AFDAS qu'on avait vues ce matin. C'est une plaidoirie dont je suis très fière. Et en deux, qui suis-je pour parler de ça? J'ai ouvert mon cabinet à Lyon, en propriété intellectuelle. Et en fait, une de mes particularités, si ça en est une, c'est qu'avant d'être avocat, j'étais graphiste, illustratrice. Et j'ai rencontré, il y avait des personnes dans cette salle avec qui j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Entre 20 et 27 ans, j'ai travaillé en tant que graphiste illustratrice. J'ai travaillé à Méthode Film, à Gaumont Alphanim. J'ai commencé à Je suis bien content sur Lila Lili. Vous vous souvenez, c'était encore sur Flash, qui n'existe plus. Et il y avait encore la caméra et on shootait les layouts. Je faisais du background, du layout 2D. Et j'ai designé les armures de Iron Man sur la saison 1 et 2 chez Méthode Film. Je suis passée aussi dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo casual, c'est Mobile Games, où je crée les assets, encore une fois sur Flash, qui n'existe plus, j'ai l'impression. Et aussi l'édition presse et jeunesse, où j'illustrais pour les magazines comme Les Petites Sorcières, Zaza Mimosa, et des bandes dessinées que j'ai dessinées, notamment la partie de la jeunesse de The Doors et Indochine, qui est un collectif de BD qui a été réédité cette année pour la tournée de Indochine. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai fait un bac art appliqué. J'ai fait le diplôme des métiers d'art de l'ESSAT à Roubaix. J'ai vu et je vois mon ancien professeur principal ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne avocat? Quand j'étais dans le jeu vidéo, j'ai créé tous les assets d'un prototype. Quelques semaines avant la levée de fonds,
On m'a demandé de signer un contrat. Je fais ouais, ok. Mais dans ce contrat, ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était que j'accepte une rémunération et qu'à chaque itération, une fois que le jeu vidéo était transposé sur iOS, sur Android, j'avais une prime. Rien du tout dedans. Et le PDG me dit, mais Tintan, on n'a rien dealé ensemble. Et il avait raison. J'avais dealé avec le directeur technique. C'est pas lui qui signe les contrats, c'est le PDG. On m'a fait le coup du dragon à 2 têtes. J'étais jeune à l'époque. J'étais une illustratrice. J'ai jamais eu cours de droit, moi. Le gars en face. Il a fait Sciences Po, il a fait HEC. Après la levée de fonds, on m'a écarté du projet. On a embauché des gens moins chers. J'ai jamais été créditée et j'ai été dégoûtée. Je n'arrivais plus à dessiner. Et vous savez ici que pour devenir dessinateur professionnel dans le cinéma d'animation, à 20 ans, être dans le top, on commence à 3-4 ans à dessiner. Et moi, je n'arrivais plus à dessiner suite à une spoliation de droits d'auteur. J'ai cherché une reconversion, kiné, comptable. Je me suis dit, je suis peut-être bonne en droit, parce que j'ai vu l'entourloupe. Mais aucun de mes amis illustrateurs ne m'avait soutenu à l'époque. Ils avaient peur de mal se faire voir, ou en tout cas, ils étaient là, ah, tu devrais être bien contente déjà d'être payée pour tes dessins. J'étais là, excusez-moi, on est des pros ou pas, quoi. Et donc, j'avais mis de l'argent de côté pour m'acheter un appartement à Paris. Je n'ai jamais acheté l'appartement. Et je me suis inscrite en fac de droit à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et les 2 premières années, j'étais major de promo des 3 amphithéâtres de Paris, Panthéon-Sorbonne. Et grâce à ce classement, j'ai pu accéder au magistère de droit des activités économiques. C'est la formation d'excellence en droit des affaires de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Comme les études marchaient bien... Merci. Et comme les études marchaient bien, la confiance, elle est revenue. Je n'arrivais plus à dessiner, mais la créativité était revenue par le scénario. Et pendant mon concours d'avocat, j'ai écrit la bande dessinée Perséus. Et j'ai eu le concours d'avocat et ma bande dessinée a été éditée chez Delcourt. Et c'est le Grand Prix Nickelodeon 2019. Et ensuite, j'ai été aussi scénariste sur Les Blagues de Toto, le film qui est sorti en 2020. Et il y a le Covid qui est passé, la créativité est retombée, et je suis arrivée à Lyon, là où j'ai ouvert mon cabinet. Et aujourd'hui, en fait, la première chose que j'ai fait quand j'ai ouvert mon cabinet, c'est que je me suis présentée aux écoles d'art, aux écoles de jeux vidéo, pour proposer des cours en droit d'auteur. Il n'y avait pas de cours, comme Céline a précisé, et ils étaient ravis, les directeurs d'école, mais aussi les étudiants. Et c'est vraiment une démarche de ma part, aujourd'hui, en tant qu'avocat, d'aller former les jeunes pour qu'ils puissent être autonomes dans leur vie. Et aussi, cette connaissance, c'est aussi une forme de pouvoir, puisqu'en fait, c'est pas parce qu'on est des artistes, on est artiste du verbe être, qu'il ne faut pas s'intéresser à ces droits. Il ne faut pas les laisser à quelqu'un d'autre, parce que le droit d'auteur, c'est le droit des auteurs. Et il faut qu'ils connaissent leurs droits. Alors, on forme quoi, à qui, quand et comment? Bien sûr, je donne des cours de droit d'auteur. Mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas dans cette salle. Mais on dit les droits d'auteur, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les droits patrimoniaux. On en a parlé tout à l'heure avec les plateformes. Je me demande bien qu'est-ce que le producteur a cédé pour 4 000 € par film aux grandes plateformes. Et en tout cas, il y a les droits patrimoniaux avec lesquels on se fait l'argent. Et il y a ensuite les droits moraux qui, eux, ne peuvent jamais se transférer par contrat. On les garde toute sa vie. Et quand on meurt, quand l'auteur meurt, ils sont transférés à ses héritiers selon les règles de succession. Et ça, c'est les droits moraux, notamment le droit au respect de l'œuvre et le droit de paternité, c'est-à-dire le droit en fait, d'être toujours cité à côté de son œuvre. Donc dans les droits d'auteur, il y a plusieurs choses à voir. Il y a aussi les droits voisins. Les droits voisins, ce sont les droits des artistes
interprètes, des interprètes. Les interprètes, ce sont ceux qui vont interpréter une œuvre. Et il y a aussi les droits des producteurs de musique, de films et des diffuseurs. Et il y a une petite... le producteur de musique et de films, il n'y a pas trop les mêmes droits parce que le lobby de la musique est beaucoup plus fort. Et aussi, il y a ce statut juridique et comptable de l'artiste professionnel, que c'est aussi un autre cours que je donne, une autre formation. Comme Céline, elle donne, eh bien là, dans ce cours de statut juridique et comptable de l'artiste professionnel, on parle du régime général, CDD, CDI. C'est ça que dans les studios de jeux vidéo, ils vont recruter sur CDD, CDI. Mais quand les artistes, ils vont aller dans le cinéma d'animation, dans la série d'animation, là, ça va être le contrat d'intermittent. Et quand ils sont entre deux contrats, ou quand ils vont travailler dans l'édition, dans la bande dessinée, ou même quand ils vont devenir réalisateurs, là, il y a aussi le statut freelance. Donc en fait, aujourd'hui, les artistes, ils doivent connaître tout ça. Hein. C'est beaucoup. Alors que peut-être, Antoine, toi, tes parents, ils étaient juste salariés, quoi. Alors qu'aujourd'hui, un artiste doit savoir beaucoup de choses. Donc non, c'est faux de croire que, en fait, être artiste, c'est la vie de bohème. Non, il faut aussi, il faut gagner de l'argent et différents secteurs, malheureusement, c'est différent encore régime. Et ensuite, droit sur l'image et RGPD, ça, c'est pas forcément pour les étudiants en animation, c'est plutôt pour les étudiants en école de commerce et de jeux vidéo. Là, c'est important qu'ils connaissent les données à caractère personnel, parce que quand ils vont faire des applications, ils vont récolter des données, et là, il faut être en conformité avec le RGPD, c'est une obligation légale. Et le droit sur l'image, eh bien, c'est pour les créateurs de contenu, quand ils vont faire, par exemple, des interviews, etc. Quand est-ce qu'on doit... alors, donc, c'était qui? Donc, les étudiants en animation, sur mon slide, c'est plutôt ce qui est en orange. C'est vraiment le droit d'auteur, peut-être statut juridique et comptable, droit voisin, peut-être pas. Mais ça, pour les droits voisins, c'est vraiment ceux qui vont étudier en filière de production. Je peux te demander d'aller à l'essentiel, parce qu'on a un temps limité, tu sais. Tu es ici dans le monde très rude de l'animation. Le temps de plaidoirie est limité. C'est vrai. Excusez-moi. Moi, je préconise, du coup, pour la formation initiale, de donner le cours de droit d'auteur et de statut juridique, c'est-à-dire statut freelance et intermittent, en dernière année, c'est-à-dire après le stage. C'est bien que les étudiants fassent le stage et ensuite ils ont du droit d'auteur pour bien connecter. Et ça, dans les écoles d'art, vous pouvez mutualiser ces deux cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, le droit d'auteur, il n'y a pas juste un droit d'auteur pour les illustrateurs, pour le film, pour la musique. Non, non, non. C'est la base, c'est le droit d'auteur. Et ensuite, du coup, vous pouvez mutualiser les gars qui sont en print, ensuite les gars qui font de l'animation, les gars qui font de la 3D, ou même les musiciens, les monteurs, ils peuvent tous avoir le même cours. Donc là, vous pouvez mutualiser. Et ensuite, comment? Je finis sur ça. C'est bien entendu, comme on parle à des artistes, il faut que ce soit un peu sympa. Donc on ne va pas faire le quiz, mais typiquement, je fais des quiz en ligne, on peut voter. Et cette création est-elle protégée par le droit d'auteur? C'est quoi une création protégée par le droit d'auteur? C'est une œuvre. Il y a deux critères. Il faut qu'elle soit tangible, c'est-à-dire qu'elle existe. On ne protège pas les idées. Et il faut qu'elle soit originale. Mais attention, hein, c'est pas comme dans le langage courant, original, en droit, c'est pas « Ah, c'est intéressant ». Ce qui est original, ça porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire qu'il y a des choix artistiques. Là, c'est un Jackson Pollock, quand bien même c'est du hasard, ses tâches, c'est ça, c'est son processus créatif. Ici, c'est un selfie de singe. Est-ce que c'est protégé par le droit d'auteur? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que ça porte l'empreinte de la personnalité de son créateur? Non. Le singe n'a pas de personnalité parce que ce n'est pas une personne. Donc en fait, cette image n'est pas protégée par le droit d'auteur. Vous pouvez l'utiliser dans vos films, vous pouvez la diffuser partout. Vous n'avez rien à payer.
Et le summum, c'est d'analyser, dans mes cours, c'est d'analyser le clip d'Éric Zemmour en droit sur l'image et en droit d'auteur. Merci pour votre attention. Je me tourne vers ma comparse que j'aperçois à peine là-bas. A-t-on le temps de une ou deux questions, Véro, s'il te plaît? 2, dit-elle. Donc vous verrez que là, c'est à elle que vous devez cette limitation de votre expression. Non, ça ne l'est pas, mais c'est la réalité. Alors. Donc Simon Rennes d'Artefix. Bon, c'était juste qu'il n'y a pas d'école sur le présentoir, donc je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui font ce travail, hein, comme celui que Céline fait. Moi, je voulais remercier pour ce travail sur l'intermittence, parce qu'on sait que c'est un contenu qui est difficile à diffuser, qu'on fait en dernière année, qu'on essaie de sensibiliser à ces questions, mais soit ça tombe à une soirée où les étudiants sont trop fatigués, ils n'écoutent pas bien. Donc, en tout cas, tout ce travail sur le droit d'auteur, il est fait dans pas mal d'écoles quand même. Je voulais juste le préciser, et pas simplement que dans notre école, mais je sais que dans plein d'écoles, c'est fait. Mais en tout cas, c'est des sujets qui sont assez vastes et qui reviennent un peu plus tard dans la vie professionnelle pour avoir besoin aussi d'un accompagnement post-école qui est nécessaire. Donc, ce guide, super. Moi, j'aurais envie de dire, vu que ma casquette d'avant, c'était directeur de studio, qu'il y a plein de choses à traiter sur les carences aussi dans l'intermittence, qui est un sujet sans fond, vous verrez, si vous y penchez, parce que les intermittents ont beaucoup de problèmes avec le système des carences de Pôle emploi. Ça serait bien d'en parler un moment aussi, parce que ça, personne n'y comprend rien souvent. Et ça force les employeurs aussi à avoir aux intermittents à demander aux employeurs de rompre leur contrat pour éviter les carences, et c'est des situations. Et je pense qu'aussi les conditions du congé maternité sont un sujet que ça serait bien de traiter aussi pour exposer le fait que c'est pas terrible et que c'est quelque chose que socialement on n'a pas réussi à améliorer, en tout cas dans les 10 dernières années, et qui est un vrai problème quand on parle justement d'égalité entre hommes et femmes. Voilà, je voulais juste dire ces petites choses pour participer au débat. Alors, je ne sais pas toi exactement quand est-ce que dans le cursus tu fais tes interventions, mais donc moi je disais c'est sur les dernières années généralement, et clairement après mars c'est fini. Les écoles, c'est après mars, je leur dis pour les dernières années, il vaut mieux pas, parce qu'ils sont la tête dans le guidon sur leur film de fin d'études. Ce qui a l'air de plutôt bien fonctionner, c'est dernière année entre novembre et mars. Voilà, à peu près. Non, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça. Bonjour, Luc Pourrinet, directeur pédagogique chez Artefix. Je suis désolé, Céline, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolé. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un moment donné où les étudiants se préoccupent de leur futur professionnel et ils sont sensibles à ces questions après le mois de mars. Même si c'est compliqué de finir des films, on en a la preuve, ça fait 3 ans que je travaille dans cette école et j'ai travaillé dans d'autres écoles publiques. Ils sont sensibles à ces problématiques et au plus près de leur sortie. Pourquoi? Simplement parce que bien souvent, pour certaines écoles, ils ont un job dating 2 mois après la fin, grosso modo au mois de juin, et que les questions, elles n'arrivent pas au mois de janvier, elles arrivent en mars, en avril ou en mai. Et que notre responsabilité, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de le faire à ce moment-là, parce qu'ils y sont sensibles, c'est leur demande. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand c'est leur demande, ils sont très attentifs. Merci. Mais si c'est le cas des étudiants d'Artefix, tant mieux, il n'y a aucun souci avec ça. Mon expérience personnelle, c'était plutôt le contraire. Mais en fait, juste le but étant de donner le cours à des étudiants qui sont intéressés. Sur ce sujet, si la question, la seule qui demeure est le moment, on a avancé. François? Oui, c'était... Bon, déjà, François bravo Caillé, pour le guide. Délégué aux affaires sociales. Pour le guide sur l'animation. Alors, il y a des petits tics de langage un peu professionnels que j'ai vu. Il y a certaines choses, par exemple, moi, ça me dérange toujours un peu quand on parle du statut de l'intermittence, parce que l'intermittence en droit du travail, ça veut dire plusieurs choses, et pas que l'intermittence du spectacle. Alors, si, par exemple, vous interrogez l'URSSAF sur l'intermittence, ils ne vont pas comprendre, quoi. Donc, je pense qu'il faut mettre les bons termes, mais sinon, il est très bien. Il est vraiment très bien. Et en fait, ma question était plutôt pour Céline. Moi, j'ai un peu l'impression que, en fait, ce qui manque en formation, c'est un peu comprendre l'écosystème social. Et je ne sais pas si vous le faites. C'est-à-dire comment la personne se positionne, justement par rapport à Pôle emploi, par rapport à Audience, par rapport aux institutions autour. Où est-ce qu'il arrive? C'est un des modules de mon cours, en effet, d'aborder. Enfin, si on parle, quand on parle de la dimension sociale, si on parle justement intermittence, etc. Ça fait partie, en effet,
des modules de mon cours, justement, de parler même aussi des stages, de la légalité qu'il y a autour des stages, et aussi je pense qu'on en reparlera aussi demain là-dessus, mais du fait qu'on a des quotas maximaux à respecter dans les entreprises. Ça aussi, leur expliquer que, oui, en fait, 10% sur nos effectifs, c'est pas tant de stagiaires que ça. Parce qu'il y a aussi, en fait, le fait de connaître ces institutions, c'est aussi savoir où chercher. Parce que, par exemple, Pôle emploi s'est beaucoup amélioré. Moi, j'ai fait intervenir Pôle emploi auprès d'adhérents. Ils sont arrivés à 4 ou 5, dans l'audiovisuel aussi. Ils sont beaucoup améliorés par rapport à leur plateforme interactive, la manière dont on calcule justement son allocation. Il y a plein de dispositions maintenant sur le site. Dans les autres institutions sociales du spectacle, il y a aussi ça. C'est aussi des sources d'infos, et c'est bien que vous mettiez le lien. Mais c'est vrai que je pense que quelque part, un étudiant dans une école d'animation, il ne va pas être spécialiste en droit. Enfin, c'est pas son boulot. On lui demande pas ça. On lui demande juste de savoir où chercher et savoir que les choses existent et où est-ce qu'il peut s'adresser et qu'il est dans un écosystème avec un employeur, avec lui, il y a des. Moi, je commence tous mes cours justement en leur disant que je suis pas là pour faire d'eux des prods ou des avocats ou que sais-je. C'est en effet, on sème des graines pour qu'après ces trucs-là, comme il est dit là. C'est savoir que ça existe, audience, le CMB, ces choses-là. C'est savoir que ça existe, avoir entendu parler du truc pour se dire ah tiens, parce que en fait quand on leur en parle, quand j'en parle dans les études, pour l'instant c'est abstrait en fait pour eux. Comme je disais, ils n'ont pas souvent mis les pieds dans l'entreprise, mais c'est au moins que quand ils sortent de l'école et qu'ils arrivent dans les entreprises, qu'ils disent ah c'est vrai, Céline, elle m'avait parlé de ce truc-là, voilà, je vais rechercher dans ces slides et puis qu'ils fassent leur bonhomme de chemin, parce qu'après c'est un peu leur taf aussi de se renseigner sur leurs droits et devoirs. Et dernier point, je voulais faire Patrick, excuse-moi, juste 30 secondes, par rapport aux questions qui m'ont été posées tout à l'heure sur l'auto-entrepreneuriat, les 17% du RECA. En fait, la question, c'est qu'il ne faut pas vraiment focaliser il faut focaliser sur les intermittents, ils vont l'être, mais ce serait peut-être pas mal aussi qu'ils aient des modules, et peut-être que ce sera dans le guide, juste sur les bases de ce qui diffère pour une personne d'être salarié sur un métier et auto-entrepreneur ou indépendant, sur à terme ce qui leur arrive, en termes de droits sociaux, en termes pour voir que c'est pas... que chacun prenne ses risques. Je ne serais pas étonné que nous revenions sur cette question dans une prochaine édition. C'est vrai que là, on parle vraiment de la formation initiale, mais on a bien compris que ça peut être abstrait pour les étudiants, surtout pour se déclarer, par exemple, au Pôle emploi ou pour monter sa micro-entreprise, par exemple. Et peut-être serait-il intéressant, si les écoles ont un programme alumni, par exemple, de faire ce cycle de conférences, par exemple, pour les alumni, ça veut dire les anciens étudiants. Et aussi dans les studios d'animation, il y a la fête de Noël, il y a l'arbre de Noël, mais il peut y avoir aussi la petite matinée Pôle emploi. Rapidement, Stéphane, si tu veux bien. Oui, c'était juste pour rebondir sur les questions précédentes et juste sur le fait que c'est pas forcément juste à la sortie des études que les questions vont se poser. Et donc, ça peut se poser à n'importe quel moment du parcours. Et donc, il pourrait être intéressant que le RADIRAF puisse collecter un certain nombre d'éléments et puisse être comme il y a eu le travail qui a été présenté tout à l'heure, type de bande dessinée, que là, il puisse y avoir une collection des éléments pour que les gens qui se posent des questions aillent sur le site RADIRAF. Alors, ça existe déjà un petit peu. Hein. Je me suis longtemps occupée du site des RADIRAF. Donc, il y a une partie ressources où on met absolument tous les chiffres, on met toutes les vidéos de la CPNEF, donc en fait, il y a déjà le site ressources qui devrait être utilisé. Oui, mais sous forme de questions-réponses, pas avec toutes les ressources, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut passer du temps à tout lire. Est-ce qu'on peut plutôt synthétiser l'information? Je te promets, Stéphane, je te promets ce soir, après le 3e cognac, de parler d'augmentation de budget à Frédéric. Voilà. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci.